Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour une nouvelle randonnée dans le massif vosgien. Je suis aujourd'hui dans la forêt de la petite commune de Moussé, dans la vallée du Rabodeau. Et je vous invite à me suivre pour une promenade aussi historique que surprenante. Je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure que j'avancerai. Et je démarre là, au milieu de cette forêt. Un petit endroit tout à fait charmant, une petite clairière avec son abri en bois, sa terrasse. Et tout autour, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un sentier découverte avec différentes essences d'arbres. Et pour chacune d'elles, il y a un petit panneau explicatif. Donc pour ceux qui ne sont pas experts en botanique et qui veulent en savoir plus sur leur environnement, c'est le genre de circuit tout à fait approprié. Vous apprendrez à reconnaître les diverses essences qui vous entourent pendant vos marches. Eh bien écoutez, sans plus tarder, je vais prendre le début de cette randonnée. L'objectif est de se rendre donc à la Haute-Loge, à la chaume de la Haute-Loge, un endroit que je vous ai déjà présenté et que j'apprécie toujours autant. Donc c'est avec un grand plaisir que j'y retourne. Et puis je vais donc vous parler de ce qui s'est passé sur ces petits chemins si tranquilles et bucoliques aujourd'hui, mais qui ont connu aussi leurs heures sombres. On voit ça un peu plus tard. Allez, pour l'instant, on démarre, c'est parti. Et bien voilà, une stèle qui va me permettre de vous parler du premier point historique de ce sentier. Vous voyez cette plaque en hommage à une famille donc, qui a été anéanti pour avoir porté assistance à la résistance et aux passeurs lors de la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous sommes sur ce chemin, sur ce qu'on appelait le sentier des passeurs. Alors tout d'abord, il faut se remettre dans le contexte historique. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises sur les crêtes les anciennes bornes frontières qui avaient fait suite donc au traité de 1871 avec la partition des terres entre la France et l'Empire allemand. Et nous sommes tout près là sur la ligne de crête, à la Haute-Loge, donc au point le plus haut où je vais me rendre aujourd'hui. Nous passons donc cette ligne frontière. Je passe tout de suite à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, c'est la capitulation de la France. Et suite à cette capitulation, dès juillet 1940, les trois départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont annexés de facto par le Troisième Reich. La frontière de 1870 est rétablie. Et bien sûr, comme cela a été le cas dans pratiquement toute la France, les dernières semaines de combat avaient donné lieu à un exode massif des populations vers les zones moins impactées, vers le sud et vers l'ouest. Et bien sûr, les Alsaciens, Lorrains n'avaient pas échappé à cet exode. Et donc, à partir de l'annexion des trois départements, les habitants, les Alsaciens et les Mosellans sont autorisés à rentrer, mais attention, sous certaines conditions. Pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont classées comme indésirables, notamment les Israélites, et puis toutes les personnes qui avaient des velléités, ou plutôt un fort sentiment francophile. Donc ces personnes étaient refoulées, bien évidemment. Dès cette annexion, les autorités du Reich, les autorités nazies, procèdent à une germanisation de ces territoires repris à marche forcée. Tout symbole français est donc retiré. Il est interdit aux populations de parler français. Enfin, je ne vous fais pas toute la liste
de ce qui a pu être imposé à ces populations. Vous vous doutez bien comment s'est passée cette période. Et puis l'année suivante, en avril 1941, ce que redoutaient le plus les populations arrive, c'est-à-dire que le service militaire est rétabli au sein des forces de la Wehrmacht. Alors évidemment, ça va pousser beaucoup de jeunes à essayer de contourner cette obligation, d'intégrer la résistance, et puis aussi d'essayer de fuir ces territoires annexés. Et ces chemins, tout proche de la frontière, qui passent dans la forêt, vont donc voir une activité se développer, celle de passeurs, donc des personnes, souvent des locaux, des paysans qui connaissent très bien le secteur, vont aider à la fois les réseaux de résistance à se maintenir sur ces lieux, et puis aussi à faire passer toutes les personnes qui sont soit recherchées, soit qui essayent de fuir le travail obligatoire et le service militaire. Voilà, c'est ainsi que ce chemin prendra le nom de Sentier des Passeurs. Et puis c'est un axe aussi qui va revêtir une importance stratégique du fait de sa position frontalière, des postes en altitude également. Et donc la résistance va s'organiser, et notamment avec l'aide des SAS anglais qui viendront régulièrement ici. Alors la situation va encore se dégrader en août 1942, puisque là c'est l'intégration obligatoire au sein des troupes de la Wehrmacht qui est décrétée. Et donc les jeunes Alsaciens et Mosellans sont principalement envoyés sur le front russe. Donc cela va générer encore plus de passages sur ces sentiers. Et puis il faut savoir aussi que toutes les personnes jugées politiquement, moralement ou religieusement entre guillemets déviantes par rapport aux principes nazis sont envoyées dans un camp de redressement, mais qui est plutôt un camp de concentration qui se trouvait à Schirmeck, un autre au fort de Queuleux à Metz. Alors ces endroits ne sont pas à confondre avec le camp de concentration du Struthof, qui là a eu une autre vocation, mais ça ce sera une autre histoire, une autre randonnée que je vous proposerai. Alors pour avoir une meilleure connaissance de cette période, je vous invite aussi à aller dans la ville de Schirmeck, où vous trouverez un musée mémorial des Alsaciens mosellans, un lieu tout à fait intéressant et qui vous retracera toute cette histoire tragique. Et puis vous pourrez également aller visiter le camp de concentration du Struthof qui se trouve tout près de Schirmeck. Voilà pour ce petit point historique, alors assez condensé, je le concède, sur ce chemin. Mais c'était important de le savoir, et puis on va revoir encore au fur et à mesure quelques traces de ce passé douloureux. Vous le constatez autour de moi, les moments douloureux du passé ont laissé place à la quiétude de la nature. Et puis, c'est également devenu maintenant
un endroit artistique. Depuis une vingtaine d'années, une association locale a lancé le projet d'offrir ces endroits à la créativité des artistes. Et tous les 2 ans, c'est donc une biennale. Des artistes viennent de tous horizons, viennent dans ces lieux et puis proposent des œuvres à l'exposition. Et donc certaines sont destinées à être pérennes, à rester sur place, et puis d'autres sont temporaires. Certaines ont des durées de vie plus importantes que d'autres, étant réalisées en pierre, d'autres sont plus éphémères, mais c'est la volonté de chaque artiste. Donc la dernière biennale a eu lieu en 2024, c'était la 10e, donc les 20 ans de cet événement. Et la prochaine aura lieu en 2026, dans un an. Et vous pouvez voir donc régulièrement sur le bord du chemin, comme là derrière moi, certaines œuvres qui sont exposées. Et vous avez, je mettrai en lien donc sur le site du Sentier des Passeurs, toutes les informations pour venir découvrir ces expositions en plein air qui sont, ma foi, assez apaisantes, étonnantes pour certaines, on va le voir. Et vous avez au départ du petit hameau de Kieu 2 possibilités, ou 3 d'ailleurs. Il y a 2 circuits, un de 4,5 km, un de un peu plus 6 km. Chacun jalonné d'œuvres différentes. Et puis vous pouvez faire les 2 aussi également. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui pour voir un maximum de ces œuvres. Alors ici par exemple, nous sommes sur les passeurs d'ombre et de lumière, donc c'est de 2010 et ça a été réalisé avec les enfants de l'école du tambour de Moyenmoutier. Voilà, école où j'ai passé mon enfance d'ailleurs. Je suis maintenant au carrefour des 2 circuits, donc entre guillemets le départ de ces circuits artistiques. Alors ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est je vais commencer par le circuit de la Côte des Chênes, et puis ensuite après la Haute-Loge, je reviendrai par le circuit de la Haute-Loge, évidemment. Alors bien évidemment, je ne filmerai pas ou je ne photographierai pas l'intégralité des œuvres. Il faut vous laisser aussi, si vous souhaitez venir ici, un peu de surprise. Donc je vais en filmer quelques-unes comme ça au cours de mon chemin pour vous donner envie de venir et puis de découvrir par vous-même.
Alors au niveau du radier de Barfontaine, vous avez une petite guérite avec le plan donc des deux circuits dont je vous parlais. On les voit ici. Et puis à votre disposition des petits magazines et des plans guides également pour vous aider dans votre circuit. Et ce panneau, ce plateau qui donc vous rappelle toute l'histoire de ce sentier d'art. Alors je ne vais pas m'amuser à tout vous lire. Vous aurez le lien qui se trouve d'ailleurs ici sur le site internet. Et vous aurez l'occasion en venant ici de pouvoir avoir un peu de lecture. Ah, j'ai retrouvé le véhicule de la denrée pour ceux qui ont la référence. Eh ben, c'est l'occasion de faire une petite pause là, c'est original, hein, ça arrive pas souvent dans une rando, petite pause casse-croûte entre une soucoupe volante et puis un torrent. Allez, on va reprendre le chemin quand même. En plus de ce que je vous ai déjà dit sur ce chemin, il vous permet également, vous l'avez vu précédemment avec le petit ruisseau, de traverser des zones humides protégées et des réservoirs pour la faune et la flore, donc des milieux relativement fragiles. Vous voyez comme derrière moi cette petite tourbière, donc où il faut vraiment prêter attention à ne pas laisser de traces de notre passage. Et me voici arrivé au carrefour des sentiers forestiers des Hautes-Chaumes avec cette petite sculpture
enfin cette grande sculpture que vous avez déjà pu voir sur de mes vidéos, moi je vais prendre la direction de la Haute Loge, un endroit que j'affectionne toujours autant et qui offre un panorama exceptionnel. Le poids des années commence à se faire sentir. Le petit train se fatigue. Et voici l'arrivée à la petite cabane de la Haute Loge. Oh, ce que c'est beau ici. Il y a des travaux actuellement. Le club vosgien est en train d'installer une table d'orientation. Le Donon au centre de l'image. Et puis une vue panoramique magnifique. Alors j'ai repris mon chemin sur le circuit donc de la Haute Loge, circuit bleu. Puis là un petit peu à l'écart du chemin se trouve une œuvre qui s'intitule Hommage aux sylviculteurs.
J'arrive au lieu-dit du trou du Cuveau. Alors faut que je fasse gaffe parce que ici on est surveillé. C'est un endroit à la fois surprenant et agréable. C'est un peu le genre d'endroit où le temps s'arrête pour laisser la place aux légendes. Voilà, je suis revenu au niveau du radier de Barfontaine, à côté du petit ruisseau. Et là, je retourne vers le hameau de Thieux avant de refaire une dernière petite grimpette pour redescendre sur Mousset. Je me suis arrêté une dernière pause au totem du Sentier des Passeurs qui a été réalisé en 2006 et qui fait donc référence à l'histoire que je vous ai rappelée en début de journée, aux souffrances des populations locales. Parce que même si on prend beaucoup de plaisir aujourd'hui à randonner dans ce milieu fantastique, faut pas oublier aussi l'histoire des hommes, qui est loin d'être gaie parfois. Juste à côté du monument, enfin du totem, se trouve la cascade Sonia. Bon alors à cette époque estivale, on parlera de fontaine Sonia. Mais c'est toujours bien de savoir que ça se trouve là.
Voilà, je vous retrouve où la journée a commencé devant les petites sculptures des élèves de l'école du tambour à Moyen-Moutier, qui me tient à cœur particulièrement, comme je vous l'ai dit. Écoutez, j'espère que cette randonnée vous a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un très grand plaisir de revenir dans ce secteur et de parcourir ces sentiers. Je pense qu'il y aura encore d'autres vidéos où je passerai à la Haute Loche parce que c'est vraiment un endroit magnifique, magnifique et très inspirant. Alors, vous avez pu voir que ces sentiers étaient assez chargés émotionnellement par leur histoire, par la peur et la souffrance de ceux qui ont eu à essayer de sauver leur vie dans ces endroits. Et puis aujourd'hui, le contraste est fort avec le calme et cette forêt sauvage si accueillante, si calme, si belle. Ça fait réfléchir évidemment, surtout dans cette période actuelle. Voilà, on pensait qu'on aurait pu à revivre ces instants sombres et on s'aperçoit que finalement ils sont pas si loin de nous. Donc ça fait réfléchir. Et puis j'espère aussi que cette exposition vous donnera envie de venir découvrir ces œuvres qui sont parsemées dans cette magnifique forêt et qui vous procureront voilà, de l'étonnement, de la curiosité, enfin qui ne vous laissera pas insensible. Alors merci à vous, je vous souhaite évidemment comme d'habitude de belles balades et puis on se retrouve sur d'autres chemins. Je sais pas où, je sais pas quand, on verra bien, c'est la surprise. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.